Voilà, vous l'aurez compris, la data s'étend effectivement dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Et pour vous le prouver, eh bien, on continue avec une séance data storytelling, cette fois-ci dans le domaine de l'énergie avec EDF. Voilà, un autre projet extrêmement innovant à base d'IA et extrêmement performant également. On vous parle du projet SCORE. C'est le nouveau modèle de prévision de la consommation d'électricité d'EDF qui utilise l'open data et l'IA pour pouvoir prévoir la production en temps réel. C'est un gros problème au niveau de l'électricité puisqu'on ne peut pas le stocker, mais aussi pour sécuriser l'approvisionnement électrique de ses clients. Pour en parler, nous allons écouter Véronique Lacour, directeur exécutif groupe en charge de la transformation et de l'efficacité opérationnelle, ainsi que Florent Verrière, le Group Chief Data Officer. Et c'est une séquence qui sera modérée par Flore Segalen. Merci beaucoup. La prévision de consommation au sein d'EDF dans une entité qui gère l'équilibre électrique pour les clients EDF. Comme vous le savez, l'électricité ne se stocke pas. EDF doit fournir à chaque instant la juste quantité d'électricité correspondant à la demande de ses clients, et cela au meilleur coût. Les activités d'optimisation d'EDF ont pour but de prévoir cette demande et d'effectuer les arbitrages nécessaires entre les ressources disponibles pour la satisfaire. Moyens de production, contrats d'approvisionnement long terme, achats sur les marchés de gros, offres d'effacement et j'en passe. Donc, bien prévoir la consommation, c'est mieux valoriser nos actifs et garantir à chaque client de l'électricité à tout instant. Si l'on revient à l'épisode de mars 2020, lors du premier confinement, nous avons fait face à une chute de la consommation électrique inédite et quasi instantanée. Nos modèles de prévision de consommation n'avaient pas été conçus pour prendre en compte un tel phénomène externe aussi brusque et de si grande ampleur. Cela a généré de nombreux gestes manuels, des désoptimisations et par conséquent des risques pour la stabilité du système électrique et des surcoûts. Dans ce contexte complexe et exigeant, l'utilisation de la data et l'IA sont venus apporter une aide précieuse. Notre objectif a été de développer rapidement un nouveau modèle de prévision plus résilient, capable de s'adapter aux brusques changements de comportement de consommation qui caractérisent notre environnement actuel. Pour atteindre cet objectif, nous avons tout d'abord décidé d'intégrer dans ce projet l'utilisation de nouvelles données publiques issues de l'open data. Par exemple, depuis quelques années, Enedis met à disposition des acteurs du marché de l'électricité des données en quasi-temps réel. Ces profils de consommation sont représentatifs de la consommation des clients. Grâce à ces nouvelles données, issues de Linky, plus besoin d'attendre des mois pour connaître la consommation. Nous disposons plus rapidement de données réelles, agrégées, là où autrefois il fallait faire des estimations. La deuxième innovation repose sur l'utilisation des techniques d'intelligence artificielle pour tirer profit de ces nouvelles données. Nous avons ainsi utilisé des modèles de machine learning qui sont très performants en termes de prédiction quand on les alimente avec de nombreuses données comme les profils dynamiques de consommation. Ces modèles sont capables d'apprendre en permanence à partir des situations passées pour pouvoir ajuster la prévision au regard de cet apprentissage. Une maquette d'expérimentation a été développée conjointement avec notre R&D afin d'héberger un nouvel indicateur de prévision baptisé SCORE pour signal de consommation temps réel. Cette expérimentation a donné des résultats très concluants, prouvant que l'on pouvait améliorer sensiblement nos prévisions de consommation en temps réel, chaque heure, et d'être encore plus précis pour les prévisions des jours à venir. L'optimisation de la production qui en découle peut permettre des gains qui se chiffrent en millions d'euros. Notre outil a très bien réagi aux évolutions de consommation liées au contexte particulier de l'année 2022, avec la guerre en Ukraine et les efforts de sobriété énergétique observés. Ces excellentes performances nous ont même décidé à sortir de l'expérimentation lancée en 2021 et d'utiliser l'outil SCORE en mode opérationnel dès 2022. C'est le fruit d'un travail de valorisation des données avec les équipes Data, SI et R&D qui testaient ce type de modèle depuis quelques années. Dans un contexte de consommation atypique et de prix de marché très élevés,
Ce nouvel outil de prévision est très précieux pour sécuriser la fourniture d'électricité, mais aussi pour préparer l'avenir. Nous devons en effet réussir à nous adapter aux nouveaux modes de consommation et de production d'énergie qui subissent une forte évolution. Ainsi, nous réfléchissons à développer d'autres signaux sur les mêmes principes que SCORE en tirant parti de nouvelles données. Grâce à la data et à l'intelligence artificielle, EDF peut faire de meilleures prévisions de consommation. Et faire de meilleures prévisions permet de choisir le mix de production le plus adapté. Ainsi, nous construisons un avenir énergétique neutre en CO2 en développant des solutions et des services innovants qui optimisent la prévision de la consommation d'électricité. Bonjour Florent. Bonjour Flore. Alors comme vous voyez, Véronique Lacour n'est pas avec nous aujourd'hui. Elle a été retenue, mais malgré ça, on a quand même préparé cette prise de parole avec elle. Donc on a, comme vous le savez, on l'a interviewée il y a quelques jours. Et donc elle va quand même participer de façon un peu asynchrone et virtuelle, mais néanmoins avec le cœur et avec nous. Donc première question un peu traditionnelle, en quoi ce cas SCORE qu'on vient de voir est une bonne illustration de la façon dont la data est opérée chez EDF? Alors, si on a voulu choisir SCORE comme exemple introductif, c'est parce qu'on va beaucoup parler de data transformation, donc de nouveaux services, d'innovation, etc. Mais c'est aussi un petit clin d'œil pour dire que la data, c'est aussi quelque chose qui a sa place dans les activités que l'on faisait déjà, sur lesquelles on était plutôt assez performant, hein, puisque EDF, on va dire, fait de la simulation de la prévision de conso depuis des dizaines d'années, avec des moyens de calcul assez performants, des modélisations mathématiques. Et dans l'exemple que Damien a présenté, on voit que la data, l'intelligence artificielle associée, permet d'aller plus loin dans ces activités qu'on maîtrisait déjà. Et donc, c'est un très bon exemple de complémentarité, finalement, de la data avec des activités performantes qu'on pouvait déjà avoir. Et en effet, les enjeux de transformation sont très importants dans le groupe EDF et la data a un rôle clé. Et donc, justement, pour aborder ce premier chapitre sur les enjeux de transformation, on écoute Véronique Lacour qui nous donne son éclairage. Bonjour à tous. J'aurais beaucoup aimé être avec vous aujourd'hui. Malheureusement, ce n'était pas possible. Pour répondre à votre question sur les enjeux de transformation du groupe EDF en lien avec la data, je peux vous dire que tous nos sujets de transformation, dès lors qu'ils concernent nos processus, nos pratiques, nos services, concernent la data. Avec le numérique, on s'intéresse avant tout aux données pour rechercher de la performance, on s'intéresse à la façon dont sont acquises les données. Par exemple, on peut acquérir des données grâce à des capteurs sur des installations industrielles. Un opérateur peut prendre des photos lorsqu'il intervient dans l'usine pour une opération de maintenance. On s'intéresse à la façon dont sont traitées ces données par l'automatisation, l'intelligence artificielle. Et enfin, on se préoccupe de la façon dont elles sont restituées, en réalité virtuelle, en réalité augmentée, envoyée à un objet connecté qui va automatiquement déclencher une action ou tout simplement transmise à un opérateur sur une application en mobilité. À chaque fois, on s'interroge sur le moyen d'améliorer les process de bout en bout et le numérique permet de revoir les process et comme les process deviennent eux-mêmes de plus en plus numériques, cela génère beaucoup de données qui peuvent être, elles aussi, à nouveau utilisées pour améliorer la performance. On dispose aujourd'hui de moyens d'analyse, notamment grâce à l'IA, qui nous permettent de retrouver parmi des centaines de paramètres celui qui influe sur une non-qualité. Et un humain ne peut tout simplement pas le faire, mais c'est à la portée de l'intelligence artificielle. Et donc cela ouvre de nouvelles voies d'amélioration, cela permet une approche déterministe de l'amélioration, une approche basée sur des faits. Et pour pouvoir traiter toutes ces données, on fonde des data labs avec des compétences spécifiques que l'on spécialise, qui dans les données de production, qui dans les données plutôt tertiaires et d'autres encore dans les services aux clients. Les données sont véritablement au cœur des enjeux de transformation et de recherche de performance. Alors, c'est clair que clairement, aujourd'hui, la transformation... Alors, déjà, il faut se rappeler que la transformation, ce n'est pas une fin en soi, c'est plutôt un moyen d'atteindre un objectif. Et un des objectifs majeurs pour nous, c'est l'efficacité opérationnelle qu'on cherche à développer. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, c'est Véronique Lacour qui sponsorise, on va dire, cette démarche, puisqu'elle a dans sa direction
qui s'appelle Transformation et efficacité opérationnelle, porte bien, on va dire, cette ambition. Donc l'efficacité opérationnelle, on va la chercher dans toutes nos activités, que ce soit les activités que je qualifierais de support, hein, finance, RH, achat par exemple, mais aussi dans nos activités de commercialisation, d'énergie, de services, de construction ou de production d'équipements industriels pour produire de l'électricité. Alors si je fais un petit zoom sur la production, là où aujourd'hui on a un vrai challenge sur le sujet, c'est la maintenance de nos centrales. Je pense que ça a échappé à personne vu l'actualité. Et la data est vraiment pour nous un vrai vecteur de transformation, puisque un des enjeux, c'est effectivement la maintenance et l'efficacité de cette maintenance. Et on cherche au travers de la data à transformer notre maintenance classique, où on va, je dirais, faire de la maintenance à des pas de temps réguliers, dans une maintenance qu'on appelle une maintenance prédictive, où finalement on va trouver le bon moment à laquelle on va faire la maintenance de nos différents composants. L'enjeu derrière, c'est à la fois gagner, je dirais, économiquement, parce que de la maintenance, ça coûte cher, c'est de le faire au bon moment, c'est-à-dire pas trop souvent, mais pas non plus trop tardivement, parce que maintenir, par exemple, une centrale nucléaire, c'est l'arrêter, et on sait que l'arrêter, c'est pas produire, et on voit que le contexte de production d'électricité est un contexte qui est assez tendu, encore particulier en ce moment. Et je vais vous donner un petit exemple où finalement, on a appliqué la data et nous a fait gagner énormément d'efficacité. C'est sur la maintenance des générateurs vapeur. Alors, un générateur vapeur dans une centrale, c'est un des éléments les plus importants puisque c'est l'équipement qui va permettre de récupérer la chaleur produite par une réaction nucléaire, la transformer en vapeur qui va être turbinée pour produire de l'électricité. Donc, c'est un composant qui est structurant, mais dans lequel on va avoir énormément de transformations, donc du liquide, hein, qui est l'eau, entre un état liquide et un état vapeur, et on va avoir des réactions chimiques qui vont produire des particules qui vont venir, je dirais, se déposer au fond du générateur. Je dirais un peu à l'instar de vos bouts de bouillard, par exemple. Quand vous faites chauffer de l'eau, vous avez du calcaire qui se dépose, et ça va générer un manque d'efficacité, puisqu'au bout d'un moment, on va avoir un volume de dépôt qui va empêcher le générateur de produire efficacement de la vapeur. Ce qu'on a cherché à faire, c'est de se dire comment on peut éviter d'avoir à ouvrir ce générateur pour se dire quel est le niveau d'encrassement. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les campagnes qu'on avait pu avoir. Hein. On a énormément de données sur les interventions qu'on a pu faire, les observations qu'on a pu faire, et essayer d'identifier les quelques facteurs qui sont les facteurs qu'on qualifie d'influents sur le niveau de colmatage. C'est donc l'encrassement de ce générateur. Et on a réussi à développer un modèle qui nous permet aujourd'hui de pouvoir savoir, sans ouvrir le générateur, donc sans arrêter la centrale, quel est le niveau, on va dire, de dépôt dans les générateurs et de se dire surtout à quel moment il faudra que l'on fasse cette maintenance. Et ça nous permet de gagner bien évidemment de l'argent, parce qu'aujourd'hui, un nettoyage d'un générateur vapeur, c'est plusieurs millions d'euros, dizaines de millions d'euros. C'est aussi du temps gagné sur l'interruption de production. Et puis, nettoyer un générateur vapeur, ça a aussi quelques effets environnementaux, puisque c'est des nettoyages qui se font chimiquement. Ça génère beaucoup d'effluents, donc il faut retraiter. Donc en termes d'impact environnemental, on va pouvoir gagner aussi en termes d'impact grâce à cette optimisation finalement de la maintenance. Donc ça, c'est bien un exemple de la data qui permet une maintenance prédictive. Donc on est sur un axe activité. Si on prend l'axe, par exemple, client ou l'axe salarié, comment est-ce que la data peut aider à la transformation? Alors, la data, effectivement, finalement, les trois axes de performance qu'on va aller chercher, donc les activités, je viens juste d'en parler. Il y a nos clients avec des nouveaux services que l'on va pouvoir développer pour pouvoir optimiser leur consommation, etc. Et puis, l'efficacité qu'on va générer dans les tâches du quotidien de nos salariés en essayant de les décharger de tâches fastidieuses. Et vous avez un exemple? Alors, effectivement, un exemple qui finalement va combiner un peu les deux, à la fois l'expérience client qu'on va améliorer et puis l'efficacité de nos collaborateurs. Alors, ça tombe bien, on est aussi dans le contexte de l'enjeu climatique, c'est autour des certificats d'économie d'énergie et la manière dont on va les gérer. Alors, juste un petit mot de contexte sur... Oui, peut-être, ouais. Effectivement, ce que sont les certificats d'économie d'énergie. Alors, c'est un dispositif qui a été mis en place par l'État
par la loi de programmation des orientations de la politique énergétique. Donc c'est une loi qui définissait les grandes orientations que souhaitait l'État dans l'énergie, alors qui date de 2005, et qui demandait aux fournisseurs d'énergie, alors au sens large, que ce soit d'électricité, du gaz ou même des carburants, donc c'est EDF, mais c'est aussi Engie, Total, de promouvoir l'efficacité énergétique et le fait que les particuliers comme les entreprises engagent des travaux pour pouvoir être plus économes en termes d'énergie. Alors, pour faire ça, le législateur a obligé ces acteurs à investir et à financer un certain nombre de travaux qui sont réalisés par ces particuliers et entreprises et leur a fixé un certain nombre d'objectifs en termes de gains, en termes de consommation. Et pour pouvoir modéliser, on va dire, ces gains, a mis en place ces fameux certificats d'économie d'énergie. Et lorsqu'un particulier fait des travaux ou une entreprise, le particulier va identifier le gain généré en termes d'économie, va avoir ce certificat. Et ce que les fournisseurs vont avoir à faire, c'est prouver à l'État qu'ils ont suffisamment investi. Donc les entreprises, comme EDF par exemple, va subventionner des travaux pour pouvoir réaliser ces économies d'énergie. Donc concrètement, payer le client. Exactement, payer les clients pour qu'ils fassent ces travaux. Et surtout, l'enjeu, c'est qu'on a obligation d'avoir ce financement. Une fois qu'on s'est dit ça, donc c'est un mécanisme qui est plutôt vertueux, mais qui a, on va dire, quelques failles potentielles. En particulier, le fait que derrière, ça génère énormément de dépôts de dossiers. Et puis, on peut avoir, on va dire, des petites difficultés. Certains acteurs qui vont déposer 2 dossiers. Alors, pas forcément de manière frauduleuse, mais simplement, c'est le particulier va déposer un dossier pour avoir une subvention. Et l'artisan qui va réaliser les travaux va aussi déposer un dossier pour avoir la même subvention. Et ça, c'est des choses qu'il faut absolument qu'on détecte, puisqu'on va payer 2 fois. Ça va être aussi, dans certains cas, comme ce sont des travaux qui vont être très très longs, des dossiers qui sont déposés à plusieurs moments, mais qui sont relatifs à la même intervention, et donc là, qui ne demandent qu'une subvention. Et l'enjeu pour tous les fournisseurs, dont EDF, c'est d'identifier, on va dire, ces doublons, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on va payer 2 fois, alors que quelque part, on est censé la financer qu'une fois. Le deuxième, c'est que du coup, lorsqu'on va financer 2 certificats d'énergie, d'efficacité énergétique, qui en fait sont le même travail, on ne sera reconnu que pour l'un. Et puis 3, il y a aussi une exigence, on va dire, de l'État à ce que l'on identifie en contrôle. Et on sait que l'État est très très intéressé pour ça, contrôle, et potentiellement, il y a un risque d'amende. Donc finalement, le risque, la triple peine, on paye trop. On ne peut pas reconnaître l'investissement qu'on a fait et en plus, on a une amende du côté de l'État. Donc en résumé, vous avez un travail considérable de contrôle de tous ces dossiers qui, si j'ai bien compris, sont en très très grand nombre. Alors effectivement, qui arrivent chez vous. Ouais. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est développé tout doucement. On a plus de 25 000 dossiers qui arrivent tous les mois à traiter et on a un historique de dossiers de l'ordre de 4 millions aujourd'hui. Et donc l'enjeu, c'est comment identifier dans ces dossiers qui arrivent des éventuels doublons pour éviter les travers que j'ai évoqués. On peut mettre, on va dire, une palanquée d'acteurs pour analyser tous les dossiers, mais c'est déjà humainement pas possible et c'est un travail qui n'est pas très intéressant. Donc ce que l'on a développé, ce sont un outil qui va essayer d'analyser le dossier, d'aller le comparer avec cette masse d'informations pour identifier les dossiers à potentiel risque. Et ça, après, on va le transférer à des acteurs, à des humains, qui restent encore aujourd'hui nécessaires pour pouvoir aller analyser. Voilà, j'ai identifié que ce dossier-là, il est relatif à un chantier qui est à la même adresse et le même acteur, mais parfois, c'est que la personne a fait 2 chantiers très différents, chacun étant tout à fait légitime à être subventionné, et donc c'est un faux doublon. Et ça, l'enjeu, c'est de pouvoir le faire de manière la plus efficace possible. Et là où on va avoir un intérêt pour le client, c'est qu'aujourd'hui, on le fait plutôt a posteriori. Donc, on essaie de le faire rapidement pour pouvoir délivrer la subvention le plus vite possible. Mais l'enjeu, c'est de pouvoir le faire le plus tôt possible pour que quand la personne dépose son dossier, elle puisse naturellement et immédiatement savoir si, attention, il y a risque de doublon, et donc de pouvoir éventuellement corriger ou apporter le complément pour que ça soit traité de manière plus efficace.
Alors, pour résumer, puisqu'on a encore d'autres sujets à voir, on voit que la data va permettre aux salariés de se libérer de ces tâches très fastidieuses. Et puis, pour le client, le traitement des dossiers va être accéléré, donc, a priori, un meilleur service aussi. C'est bien ça. Donc, pour continuer sur le sujet des enjeux climatiques, et évidemment, le certificat d'économie d'énergie y participe, on va écouter Véronique Lacour qui nous explique comment la data joue un rôle clé dedans. L'enjeu climatique, c'est l'enjeu du siècle. Nous devons substituer aux énergies fossiles qui émettent des gaz à effet de serre une énergie neutre en carbone. En France, l'électricité produite par EDF est à plus de 90% décarbonée et cette substitution, cette transition énergétique va nous conduire à consommer plus d'électricité. La consommation d'électricité va doubler d'ici 2050. Elle représente 25% environ aujourd'hui de la consommation d'énergie totale et ce sera 50% en 2050. Face à cet enjeu, l'objectif est double. D'une part, produire de l'électricité décarbonée et dans le même temps, réduire la consommation d'énergie. EDF fait de la lutte contre le réchauffement climatique sa raison d'être et pour répondre à ces défis, nous voulons exploiter tout le potentiel de la data. La data ouvre de nouvelles opportunités. Nous pouvons utiliser les données de production que nous avons accumulées dans le nucléaire, par exemple, et qui équivalent à plus d'un millénaire de fonctionnement si je compte en années réacteurs. Nous les utilisons pour optimiser les programmes de maintenance ou pour développer de la maintenance préventive et limiter ainsi la durée des arrêts de production. Nous monitorons aussi les moyens de production renouvelables, par exemple, on les monitore à distance, c'est le cas pour les éoliennes, pour là aussi optimiser le fonctionnement des installations et donc optimiser la production. Donc, optimiser la production, 2, réduire notre consommation d'énergie. Nous pouvons aussi réduire notre consommation d'énergie grâce aux données. Et d'ailleurs, nous avons vu ces dernières semaines que la réduction de la consommation était possible. Depuis cet automne, les Français ont réduit leur consommation d'énergie d'environ 10% grâce à des éco-gestes, grâce à des actions de sobriété, mais aussi grâce à des services rendus possibles par les données. Je vous donne un exemple. Grâce aux données acquises par le compteur Linky, l'application EDF et moi permet aux clients d'EDF de recevoir des éco-gestes et de visualiser leur consommation chaque jour de façon très détaillée. Et cela leur permet de comparer leur consommation à celle de foyers similaires et, in fine, de la réduire, cette consommation. La data ouvre de nouvelles opportunités pour aller vers un avenir neutre en carbone et durable. Alors, Véronique l'a très bien dit, et puis on l'a évoqué juste avant, la data contribue à nos activités, EDF ayant cet enjeu autour je dirais, du développement d'électricité décarbonée, c'est naturellement quelque chose qui est dans notre ADN. Mais la data, toute médaille à son revers, la data c'est aussi un vecteur, je dirais, avec une empreinte carbone qui n'est pas négligeable. Et à EDF, on est, comme tout industriel responsable, on s'est engagé justement depuis quelques années dans ce qu'on a appelé le numérique responsable. D'ailleurs, on a été labellisé en 2021 numérique responsable dans le cadre de la démarche de l'INR. On doit, je pense, le premier énergéticien à l'avoir. Et donc, on a engagé un certain nombre d'actions pour minimiser l'empreinte carbone de nos activités numériques et la data en particulier. Et ça s'est traduit de manière très concrète sur 2 axes, sur la manière dont on stocke nos données. Parce qu'on est passé de on stocke les données sans trop se poser de questions à on réfléchit pourquoi on veut stocker la donnée avant de se dire qu'on va la stocker, donc pour réduire en fait finalement notre masse de données. Et en même temps, d'être plus économe, plus frugal sur la manière dont on traite nos données. Et on a à ce titre produit en interne un guide qu'on a appelé l'IA responsable, qui donne un certain nombre de bonnes pratiques sur comment prendre en compte l'empreinte carbone dans tous les modèles qu'on développe pour pouvoir avoir un balancing entre efficacité de nos modèles et empreinte carbone. Et ça, à tous les niveaux des acteurs qui vont tracter de la data dans le groupe. Eh bien, merci beaucoup, Florent, pour ces explications. Merci. Merci beaucoup.